Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous rencontrons Elissa Mailander pour son ouvrage Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme, publié aux éditions du Seuil en 2021. Ce livre explore les multiples intrusions du régime national-socialiste dans la sphère privée, voire intime des populations allemandes et autrichiennes. Elissa Mailander, bonjour. Vous êtes entre autres spécialiste de l'histoire du genre, des sexualités, de la violence, mais aussi de l'histoire du quotidien, puisque vous avez mené une thèse sur la violence des gardiens SS du camp de Majdanek. Vous êtes aussi habilitée à diriger des recherches à Sciences Po Paris et directrice adjointe du Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne. Alors nous allons y revenir tout au long de cet entretien, mais pour commencer, pourriez-vous brièvement nous expliquer les choix d'espace et de chronologie pour votre ouvrage, puisque vous abordez une période qui est à la fois antérieure à l'arrivée d'Hitler et qui se poursuit après la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à vous Charlotte et Guillaume et au public qui nous écoute. Oui, mon choix, mes bornes chronologiques sont un peu osées, où en fait, je pense, quand on n'y pense pas tellement, mais à première vue, de parler de découper les 1930-1950, ça inscrit le nazisme dans une durée. Donc ça affiche aussi que le nazisme, il n'y a pas une Stunde Null, donc une table rase où on revient au zéro, à une nouvelle comptage. Mais en fait, si on regarde justement les quotidiens, les vies des gens ordinaires, elles s'arrêtent pas en 1945. Et donc évidemment, on amène des expériences qu'on a fait pendant le nazisme dans la nouvelle vie qui est plus pacifiée, qui deviendra démocratique, qui s'inscrit dans tout un autre cadre idéologique. Mais comme j'ai beaucoup étudié les personnes jeunes, qui ont 20 ans, 30 ans, pendant la période nazie, je retiens quand même que c'était une époque, en fait, c'est déjà un âge très formateur, où à 20 ans, 30 ans, quand on n'est pas encore marié, on n'a pas des enfants, on n'a pas des obligations, on a moins une vie encadrée, on a plus de mobilité, on a plus de choix et des marges de manœuvre. Et donc, je pense que cette génération qui a 20 ans, surtout pendant l'époque nazie, elle en a pleinement profité, si on veut dire, et donc elle sera fortement formatée par le nazisme. Et donc voilà, cette génération-là va aussi transporter tout ce savoir-faire, toutes ces expériences dans les années 50-60. Et en effet, de prime abord, la lecture de votre ouvrage peut un peu déconcerter ou surprendre parce que vous vous intéressez aux insiders du régime national-socialiste et donc vous montrez comment ce régime a pu représenter certaines opportunités pour ces populations élues du régime. D'ailleurs, vous n'employez jamais le terme de régime totalitaire, est-ce que vous pourriez éclairer cela ? Oui, en fait, c'est pas que je m'oppose à Hannah Arendt, mais je fais une lecture un peu différente. Donc en fait, Hannah Arendt, elle, évidemment, son analyse des régimes totalitaires est tout à fait pertinente et éclairante. Mais Hannah Arendt, elle regarde rarement les pratiques sociales. Et quand elle parle de la société, elle a certaines élites ou certains groupes fonctionnaires, les militaires, donc elle a certaines populations en tête, alors que moi je m'intéresse au sens large à la société majoritaire, qui évidemment c'est aussi un fourre-tout, mais je m'intéresse concrètement aux mères, je m'intéresse aux jeunes femmes célibataires qui quittent leur famille pour s'engager dans le régime nazi parce qu'elles peuvent se former, parce qu'elles peuvent aussi s'inscrire dans une logique de carrière professionnelle. Et je regarde aussi les soldats de la Wehrmacht. Donc évidemment tout ça, Hannah Arendt, elle a en quelque sorte en tête, mais elle est un peu déconnectée parce qu'elle étudie pas à l'époque, donc on se place dans les années 50. Elle connaît bien la société allemande, mais je pense qu'elle a aussi une vision en fait très intellectuelle
un tout petit peu en retrait de des gens ordinaires. Et évidemment, elle a pas accès aux sources que moi j'ai accès, aux lettres, aux journaux intimes, aux albums photographiques qui sont très triviaux. En fait, donc c'est des sources très triviales qui ont été longtemps boudées par les historiennes et historiens, moins par les historiens, plus par les historiens, mais qui nous disent beaucoup de choses sur les pratiques sociales et sur l'univers mental des gens ordinaires. Donc, gens ordinaires, ça veut dire pour moi que élimine personne. Donc, si je vais dans un archive et je trouve des lettres ou des correspondances, des albums photographiques, même des objets. Tout est intéressant pour moi. Après, j'essaie de regrouper en fonction de générations ou en fonction de certains groupes professionnels, par exemple comme les jeunes filles engagées dans les organisations nazies. Mais je prends vraiment la société au sens large. Effectivement, donc en fait, totalitaire, pour moi, ça se résume pas à ça, mais c'est quand même, ça implique une vue d'en haut vers une société et qui quand même retient qu'il y a un cadre législatif, politique, idéologique qui façonne la vie et les actes des gens. Alors que moi, j'ai plutôt une perspective de donc bottom up, donc j'ai au ras du sol. Je vois que certes il y a des cadres législatifs, il y a mais il y a aussi tous ces langages politiques nazis et aussi fascistes très flous. Et donc ça laisse beaucoup de marge pour l'interprétation. Donc en fait, prenons le terme asocial qui n'est comme beaucoup de choses, pas une invention du nazisme, mais qui devient vraiment aussi une catégorie pseudo-juridique parce qu'elle permet aussi d'exclure des gens de la communauté du peuple race, donc et d'envoyer des personnes en prison ou dans les camps de concentration. Et puis, mais évidemment, il y a des gens, donc des fonctionnaires, des personnes qui travaillent dans l'assistance sociale, qui emploient ces mots pour justement pour qualifier des personnes et pour stigmatiser, voire pour criminaliser des personnes. Donc en fait, là aussi, c'est pas l'État en soi qui octroie ces catégories, mais c'est aussi les gens dans leur fonction qui leur donnent un sens et qui leur donnent une réalité. Et donc c'est un peu, c'est donc pour dire il y a des marges de manœuvre et on peut pas expliquer le nazisme uniquement par l'idéologie ou par un cadre politique et juridique, parce que quand on regarde les actes de violence, les actes de persécution, mais aussi l'engagement dans la vie de tous les jours, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'énergie d'en bas, il y a les gens dépassent les attentes du régime et les gens s'approprient aussi ce nazisme comme quelque chose de très concret qu'ils vont vivre et faire. D'ailleurs, si on peut revenir brièvement sur les archives que vous avez pu consulter, qu'est-ce que cela représente en termes de quantité, ces courriers, ces documents privés? Dans quel centre d'archives avez-vous pu les trouver peut-être? Et avez-vous seulement des documents émanant du privé ou avez-vous des documents plus administratifs par exemple? La quantité, c'est un peu difficile. Disons, je n'ai pas une archive sérielle, donc en fait, et comme mon livre est organisé de manière thématique, donc en fait, je recouvre le cadre chronologique 1930-50, et chaque chapitre traite une thématique particulière, la maternité, les divorces, puis les carrières et l'engagement de jeunes femmes, et aussi leur sexualité, donc qui est très décomplexée en quelque sorte. Les soldats de la Wehrmacht, les films de divertissement, donc en fait c'est la culture populaire, et puis dans l'après-guerre donc l'encontre des Allemandes avec l'occupant américain en Bavière, et puis un dernier chapitre sur les couples post-nazis et leur intimité, leur querelle, leurs difficultés sentimentales mais aussi sexuelles. Donc voilà, et il faut dire aussi que je m'inscris dans une historiographie très dense. Donc, c'est pour ça que je peux être si éclectique en quelque sorte, parce que c'est pas moi qui défriche à nouveau tout ce terrain. Donc je peux choisir des thématiques que moi je trouve pertinentes parce que je sais
qu'il y a derrière des études qui débutent dans les années 80 avec donc l'histoire des femmes et l'histoire féministe sur le nazisme, voire aussi l'histoire du quotidien. Et donc moi je peux un peu poursuivre et aller peut-être dans certaines, oui vous l'avez mentionné, que je dis que le régime nazi encourage, qu'il est très motivant, que je focalise beaucoup sur l'incisive tu peux et non pas sur la répression. Donc tout ça, c'est une lecture évidemment, je dirais pas provocante, mais évidemment une lecture très très accentuée, mais que je pense que c'est l'autre revers du racisme. Donc en fait, si on considère que cette société nazie est raciste, donc on a beau, et c'était très important de d'abord étudier l'exclusion, la persécution, la mise à mort, mais l'autre revers du racisme, c'est un racisme positif qui inclut, qui dit à tous ceux et toutes celles qui font partie de cette communauté du peuple race, tu peux avoir une carrière, tu peux t'afficher, tu peux oser, tu peux avoir une sexualité hétérosexuelle libre, entre guillemets, et tu peux aussi recourir à la violence si tu le considères nécessaire. Donc, et donc les archives pour ça, c'est des archives, normalement on ne trouve pas dans les grandes archives, donc en fait les Bundesarchiv, donc les archives fédérales, et c'est plutôt dans les archives féministes qui ont commencé dès les années 80 à collectionner des égo-documents, donc photographies, archives, lettres, journaux intimes, toutes sortes de fonds privés, des gens ou des femmes ordinaires. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les archives Sammlung Frauennachlässe à Vienne, qui est une archive peut-être peu connue en France, mais qui est très riche et qui justement a été fondée dans les années 80 ensemble avec la mise en place d'une histoire des femmes à l'université de Vienne par Edith Sauer. Et donc au fur et à mesure, c'était tout d'abord une archive bricolée, informelle, mais aujourd'hui, 40 ans après, c'est une archive, une collection. Donc en fait, officiellement, il s'appelle pas archive, mais donc il y a la professeure Christa Hemmel et aussi Ligert qui le gère. Et c'est une archive tenue d'une manière extrêmement professionnelle, qui casse tous les critères d'une archive, et donc et qui a un riche répertoire de fonds laissés par des femmes. Donc je suis allée et j'ai commencé à regarder des fonds plus substantiels, parce que évidemment il y a des petits fonds qui contiennent 3 lettres, etc. Ça m'intéressait pas, donc j'ai choisi les 4 autrichiennes que j'ai étudiées dans mon chapitre 3. Je savais que c'était d'abord des femmes qui étaient membres des organisations nazies, donc surtout le service pour le travail du Reich, le Reichsarbeitsdienst, et puis je savais également qu'il y a un fonds substantiel. Donc on parle de quelques centaines de lettres, on parle des albums photographiques qui pour une de ces femmes contient 1000 photographies, et donc en fait évidemment j'ai choisi des cas d'études qui sont un peu plus substantiels. Mais après je suis assez intuitive quand je vais aux archives, parce qu'il faut qu'une archive me parle. Et donc la deuxième question, est-ce que j'ai des archives plus administratives? Oui, quand j'ai étudié les divorces en Autriche. Donc c'était les divorces devant le tribunal de Vienne. Et pourquoi j'ai étudié l'Autriche? Parce que l'Autriche ne connaissait pas, jusqu'à l'arrivée du nazisme, ne connaissait pas le droit de divorce. C'est-à-dire comme il y avait donc c'était un pays catholique qui avait un accord avec le Vatican. Donc pour toute personne qui était baptisée, normalement, c'était un mariage à l'église et qui excluait catégoriquement un divorce avec un droit de remariage. Et donc, c'est l'annexion de l'Autriche au nazisme, donc à l'Allemagne nazie, et en printemps 1938. Et en été 38, l'Allemagne nazie va fusionner, ou va proposer un droit de divorce pour les 2 pays, donc pour l'Autriche annexée et pour le Reich, et ce qui sera très très intéressant pour toute personne
autrichiennes qui voulaient divorcer. Et donc, je pensais que c'est quand même quelque chose d'intéressant d'étudier. Et donc, l'avantage aussi, c'est des archives qui sont dans les archives régionales de la ville de Vienne et qui sont préservées. Donc en fait là il y a une archive sérielle où j'ai fait j'ai choisi quelques cas mais j'ai pas étudié de manière sérielle, j'ai fait des échantillons. Et l'autre archive qui est administrative, c'est les archives des Américains, donc les forces d'occupation, qui traitent le chapitre 6 qui porte sur la Bavière dans l'après-guerre. Et là aussi, évidemment, on a des archives militaires avec un langage particulier, avec aussi la forme. C'est pas des éco-documents, c'est des archives, des rapports, c'est des documents internes, secrets, entre les différentes organismes qui sont en place. Et donc là, il faut faire une analyse de discours qui est très différente d'une analyse de discours d'une lettre. Mais il faut lire entre les lignes et je pense que même les archives administratives nous disent beaucoup de choses sur les émotions, sur les anxiétés et sur les pratiques sociales. Mais évidemment, il faut les lire un peu à rebours et dans l'optique de Anne-Laura Stoller, Against et The Archival Grain. Mm-hmm. Et alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit un peu précédemment, je trouve que un des grands intérêts de votre ouvrage, c'est que vous montrez comment la sexualité a été pour le national-socialisme un moyen de distinction des individus entre les élus et les exclus, notamment dans votre étude sur le divorce en Autriche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Oui, je pense que la sexualité, en tout cas dans l'État moderne, l'État-nation qui met en place aussi tout un cadre juridique et une politique de plus en plus hygiéniste, la sexualité c'est toujours donc un moyen de distinction, inclusion, exclusion, mais aussi les critères, donc encore une fois, que les nazis n'ont pas inventé, c'est qui est apte et qui n'est pas apte, donc qui est wertvoll, donc qui a une valeur procréative, une valeur aussi comme force de travail, et qui est sans valeur ou dispensable, ou en fait qui finalement ne sert pas pas tant à la communauté, à l'État. Et évidemment, les nazismes a poussé cette politique eugéniste donc au paroxysme. Mais finalement, et c'est pour ça aussi que je commence en les années 30, c'était pas non plus, c'était choquant pour certaines personnes qui étaient sensibilisées, mais pour la société majoritaire, c'était pas aussi choquant, cette logique de tri et d'inclusion, d'exclusion, parce que finalement, tous les États modernes du XXe siècle l'ont pratiqué d'une manière ou d'une autre. Rien que à qui on attribue de l'aide, à qui on attribue de l'aide sociale aux financiers, et à qui on ne l'attribue pas. Et donc, et l'Autriche, donc les divorces, ça m'est assez frappé parce que il y a des couples donc mixtes surtout où les femmes ou les hommes non juifs recourent justement à ces critères que soudainement on se rend compte que on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne vient pas de la même en quelque sorte écurie, qu'il y a vraiment les critères de l'ethnicité et de la religion soudainement jouent un grand rôle. Alors que c'est quand même des gens qui se sont mariés normalement dans les années 1910-20 en Autriche catholique, donc qui déjà ont fait le pas de faire un mariage intra-religieux dans un pays qui est majoritairement catholique, et qui soudainement maintenant ça devient vraiment des critères d'incompatibilité. Et donc là, mais je pense que c'est, en tout cas les cas que j'ai étudiés, c'est très souvent, évidemment un argument qui a une portée juridique à partir de l'été 1938 en Autriche et qui permet de divorcer. Après, en conclure que ces personnes sont profondément antisémites, ça, je pense que c'est pas possible. Mais on peut quand même dire que afficher devant un tribunal que être entre guillemets arien
présuppose certaines valeurs ou certaines qualités. C'est quand même une forme de vraiment mettre en acte une théorie raciste. Et alors justement, vous venez de me dire que donc le régime s'immisce jusqu'au sein des foyers, dans la vie quotidienne de ces personnes, vous l'expliquez par exemple dans les comportements du quotidien, dans le choix des meubles, mais aussi sur des engagements politiques plus profonds. Diriez-vous qu'il y a une spécificité de cette vie intime, de cette vie privée, de cette vie intime, on pourrait dire, sous le nazisme? Si oui, quelle est-elle? Ou est-ce qu'elle continue finalement aussi des comportements qui étaient déjà ancrés auparavant? Oui, c'est une question, c'est difficile parce que évidemment, on aime bien voir la République de Weimar comme cet havre de modernité, de renouveau, de progressiste, des critiques, des combats très sincères et très très accrus pour les droits des femmes, pour la décriminalisation de l'homosexualité, etc. Donc c'est vrai, mais encore une fois, ça touche un fragment de la société, et je pense qu'on a tort de voir en Weimar seulement cette société progressive, parce que une grande partie, c'est aussi une société qui se tourne plutôt vers l'arrière, qui n'est pas content de la situation politique, qui déteste la démocratie et la République, et qui n'est pas du tout content avec la fin de la Première Guerre mondiale et donc le traité de paix qu'on juge comme honteux et humiliant. Donc en fait, c'est vraiment j'aime beaucoup le livre de Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin. Donc et là on focalise aussi, on voit les cabarets, on voit toute cette société qui est très qui a la soif de s'amuser, qui pense pas à lendemain, qui est sexuellement très libre, on touche aux questions de la sexualité prémaritale, extramaritale, d'un avortement, etc., etc. Mais il faut pas oublier que la logeuse, par exemple, elle est très très conservatrice. Donc c'est une femme bourgeoise, une veuve qui a un très très bel appartement, grand appartement, donc proche du Neundorfer Platz, mais qui doit louer des chambres pour survivre, qui pense toujours un peu au Kaiserreich glorieux, donc c'est plutôt sa référence, c'est la monarchie, et qui vit avec en fait tous ces pensionnaires sont des personnes très très variées aussi politiquement, parce qu'il y a des gens aussi pro-nazis parmi les personnes qui louent une chambre. Et cette logeuse, elle est plutôt elle tolère tout ça, elle n'a pas une vision moraliste, mais politiquement c'est très clair qu'elle est conservatrice, monarchiste, et aussi de plus en plus pro-nazi. Donc en fait c'est ça. Et si on se situe donc dans ce milieu-là, qui est quand même assez représentatif, alors on doit dire oui, il y a des spécificités nazies de faire. Dans un premier temps, je dirais dans fin des années 20, les nazis entre guillemets les nazis sont, en tout cas dans l'espace public, c'est les SA, c'est les hommes en uniforme qui sont des paramilitaires qui engagent des combats avec les communistes. Donc pour une logeuse conservatrice, les communistes c'est quand même pas du tout son monde. Donc pour ces personnes-là, et ça c'est aussi la stratégie nazie, les SA vont devenir un peu une force combattante contre le communisme et contre le bolchevisme. Donc quelque chose qui est connoté positivement, alors que c'est les SA qui mènent donc les conflits, qui provoquent des affrontements très très violents, et même avec des meurtres. Et donc au fur et à mesure, au début, les nazis sont connotés donc uniformes, très paramilitaire, violence politique, mais qui, par une partie de la population allemande va tout de même le voir avec un œil bienveillant, parce que c'est quand même le moindre mal. Si on est très anticommuniste, donc on va plutôt accepter les nazis qui
qui amènent, en fait, les SA qui amènent, entre guillemets, de l'ordre. Et puis, une fois adhéré au pouvoir, je pense que le nazisme s'embourgeoise, même si le nazisme se pense toujours comme un mouvement anti-bourgeois et dont, sur le plan de la politique sexuelle, se l'est en partie, mais quand même on veut quand même intégrer une majorité de la société. Et donc on voit dans les années 33 jusqu'à 38, c'est plutôt pour les personnes qui vivent en Allemagne, ça sera une société plus ou moins pacifiée. Donc certes il y a des arrestations, il y a d'abord il y a des déportations dans les camps, il y a la violence, mais ça concerne un fragment de la société. Et encore une fois, pour quelqu'un qui est très très anticommuniste, antisocialiste, pour une personne comme ça va peut-être pas être justifié, mais ça sert à une certaine logique en fait. C'est acceptable jusqu'à un certain degré. Et donc, mais ça, c'est des violences qui se passent plus dans l'espace public, mais qui sont amenées dans les camps de concentration. Donc, personne ne les voit, n'est censé de les voir. Et dans l'espace public, on a plutôt une société qui porte de plus en plus des uniformes parce qu'il y a de plus en plus d'organisations féminines, masculines, nazies, qui se portent bien, qui fait les ménages, en fait, qui fait les ménages dans les rues, qui fait les tris aussi dans la société, qui exclut beaucoup de gens, et qui se veut quelque chose comme positif et comme en fait c'est vraiment une société orientée vers le futur. Et je pense que dans les années 35-36, il y a peu de gens qui pensent qu'il y aura une guerre. Donc en fait, il y a quelques années une exposition au musée de la ville de Berlin sur 1937. Et les historiennes qui ont bien montré que c'était une année extrêmement prospère, une année après les Jeux olympiques, où tout était, en fait, vraiment on a fait les ménages, tout était beau, il y avait aussi, du point de vue architectural, on a vraiment embelli Berlin, et c'était une année extrêmement prospère où très peu de gens ont pensé, y inclut les diplomates sur place, qu'il y aura une guerre. Donc c'était plutôt le visage pacifique ou pacifié plutôt du nazisme qui était très attractif. Parlons maintenant du coup plus spécifiquement des femmes. Comment le régime tente-t-il particulièrement d'infléchir les intimités féminines, alors que dans le même temps, certaines femmes s'approprient ces mesures pour en tirer davantage d'autonomie? Et là, je pense aux 4 jeunes Autrichiennes que vous étudiez. Ces 4 Autrichiennes sont très intéressantes parce qu'elles sont pas, je les ai choisies parce qu'elles sont pas politisées. Donc c'est des jeunes femmes qui sont nées entre 1919 et 24, qui ont d'abord, en fait, elles ont grandi en Autriche et pas en Allemagne. Elles n'ont pas été confrontées dès 1933 à tous cette nazification de l'espace public, le port des uniformes, la création des organisations nazies pour la jeunesse, etc. Ces 4 Autrichiennes qui avaient une vie dans la province autrichienne plutôt dominée par un catholicisme, par ce qu'on appelle aujourd'hui un austrofascisme, donc un régime qui est très rétrograde, qui est très tourné vers une société des classes en quelque sorte, où les paysans ont une place très très importante dans cette logique, et évidemment les catholicismes aussi, et où on va vraiment mettre en avant l'ethnicité, la religion, la culture autrichienne comme un démarqueur vis-à-vis entre les étrangers ou des populations qui sont pas catholiques et qui sont soit juifs ou slaves, etc. Mais déjà, l'Autriche, après la Première Guerre mondiale, est une république qui est aussi mal aimée par une partie de la société, et qui surtout c'est un État amputé parce que c'est vraiment en fait on passe d'une monarchie multi-religieuse et multi-ethnique qui s'étend en fait en Europe centrale à un tout petit pays
avec quelques millions d'habitants. Donc, évidemment, c'est pas la même chose. Donc, ces 4 femmes, elles grandissent là, et elles sont pas du tout politisées, mais en 1938, donc elles sont adolescentes, elles ont 16-17 ans, et c'est là où on voit que le nazisme leur offre certes une contrainte, parce qu'il y a la contrainte d'adhérer à la Ligue des jeunes femmes allemandes, donc les BDM, que certaines aiment, d'autres pas trop, mais même c'est très intéressant parce qu'il y a une qui aime pas trop cette obligation, mais elle découvre que la Ligue des jeunes femmes allemandes lui permet de faire du sport, et comme elle est une passionnée du sport, elle va saisir cette opportunité pour justement devenir de plus en plus, bon, c'est pas une sportive professionnelle, mais quand même elle pratique le sport à un degré très très poussé. Et donc elle peut faire plusieurs formations. Donc elle, dans sa logique, elle a l'impression qu'elle adhère pas trop à l'idéologie nazie de la Ligue des jeunes femmes allemandes, mais évidemment, si elle passe quelques semaines en Allemagne, donc au Reich, dans un entraînement sportif qui est très politisé, évidemment, le régime nazi l'attrape par là, et elle devient très formatée par ce régime. Donc c'est intéressant parce que cette actrice, ou la plupart des 4 femmes sauf une, elles se pensent pas comme actrices politiques et pas du tout comme politisées, mais dans la pratique elles le sont. Et donc ces 4 Autrichiennes, elles deviennent de plus en plus nazifiées. Elles s'inscrivent de plus en plus dans une logique nazie. Et elles commencent à prendre goût. Et ce que le régime nazi va leur offrir, c'est de pouvoir quitter la province autrichienne, de pouvoir quitter leur famille, donc leurs parents, d'être financièrement indépendantes. Donc pas, en fait, elles sont jeunes, et quand elles s'engagent pour le service pour le travail du Reich, qui est semi-obligatoire pour 6 mois, mais certaines vont le prolonger. Ça veut pas dire qu'elles gagnent beaucoup d'argent, mais comme elles sont logées, on leur donne des uniformes, elles sont nourries. Donc en fait, elles peuvent voyager l'Europe, gagner un peu d'argent et être indépendantes de leur famille. Et donc c'est quelque chose de très attractif. Et en plus, le nazisme leur offre aussi dans une perspective de carrière, parce que toutes les 4, surtout 3, elles veulent vraiment grimper l'échelon et devenir des fonctionnaires de l'organisation féminine le service pour le travail du Reich. Donc en fait, ça c'est vraiment c'est fondamental surtout pour des jeunes femmes qui viennent de la province allemande ou autrichienne, qui n'ont pas une formation scolaire poussée parce qu'elles viennent des milieux plutôt modestes, et qui veulent pas trop non plus se marier tout de suite, et qui veulent avoir une certaine expérience de vie, et donc possibilité de formation, mais aussi de voyager. Et tout ça, c'est le nazisme en guerre qui va leur offrir, parce que évidemment le nazisme, c'est pas du tout connu pour être un régime féministe, mais comme on s'engage dans une guerre, la main-d'œuvre féminine deviendra de plus en plus importante, et donc le nazisme en guerre, c'est vraiment un régime qui met les femmes au travail. Dans votre livre, vous avez aussi une partie qui est consacrée à l'analyse d'une photographie qui immortalise une simulation de viol orchestrée par un groupe de soldats allemands. Pourriez-vous nous parler justement de cette photo, et notamment des méthodologies que vous avez employées pour l'analyser, et quelles conclusions en avez-vous tirées? Oui, cette photographie m'a un peu... En fait, ça c'est une photographie, c'est intéressant parce que c'est une archive, une photographie, une seule, que j'ai trouvée par hasard en 2011, quand j'ai participé à une conférence qui portait sur les massacres et les human remains, donc les corps après la mise à mort. Et donc il y avait différentes contributions anthropologiques, historiques, sociologiques, et il y avait qui portaient notamment comment on
après un massacre, on tient compte donc des cadavres et comment différentes, et notamment le nazisme, mais différents régimes détruisent les corps pour notamment aussi détruire des preuves du crime. Et il y avait des archivistes roumains qui présentaient leurs archives et en fait parce que les archives en Roumanie contiennent beaucoup de photographies aussi amateurs des soldats de la Wehrmacht parce que donc en fait vers la libération il y avait beaucoup de combats et donc on trouvait énormément de photographies sur les corps soit des prisonniers de guerre soit sur les cadavres allemands et donc il y avait encore une sorte de diaporama de différentes photographies assez en fait violentes. Il y avait cette photographie que j'ai vue juste quelques secondes et comme je travaille depuis longtemps sur les violences sexuelles, il me semblait, en fait, elle m'a tout de suite frappée. Donc après la communication, je suis allée voir cet archiviste et il me l'a montré et justement j'ai vu, oui, il y a un groupe de 15 soldats qui rigolent et qui font face, donc qui regardent pour la plupart la caméra et au sol il y a trois acteurs qui jouent, qui miment un viol avec ce qui a l'air d'être une femme. Donc, on m'a envoyé la photo. J'ai cette photographie en très très bonne résolution. Mais même si on l'agrandit, on peut pas voir avec certitude, si c'est une femme. Je pense que oui. Mais théoriquement, ça pourrait aussi être un soldat cross-dressing, donc déguisé en femme. On voit pas non plus si la femme est morte ou pas. Donc je me suis entretenue avec des médecins légistes qui travaillent à la police et là aussi il est impossible de dire si cette personne est en vie ou pas. Donc il y a beaucoup de points de question. Donc normalement une historienne ou un historien qui est plutôt positiviste, qui va dire voilà, il me faut une photographie pour prouver quelque chose, va l'écarter. Mais je sais qu'il y a très peu de photographies qui représentent les violences sexuelles. Donc déjà en soi c'est une photographie extraordinaire. Et puis dans une démarche plus interprétative, plus herméneutique, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais cette photographie a quand même quelque chose. Elle nous dit quelque chose. Il faut poser des questions. Donc mon approche était donc close reading, donc une lecture très attentive, très conceptuelle, avec beaucoup de questions et qui offre différents scénarios et différentes interprétations. Donc en fait, je pense que on peut, en tout cas, étudier les gestes et donc les langages corporels des soldats qui rigolent, qui expriment ou qui dit quelque chose sur les masculinités militaires, sur cet entre-soi masculin où on rigole. Et peu importe si la femme, elle est une vraie femme, ou si on fait une blague avec une vraie femme, ou si on fait une blague avec un homme déguisé en femme, mais ça reste quand même un personnage qui est identifié comme féminin. Et la blague est clairement un rapport sexuel forcé. Et donc, pour moi, c'est une photographie de viol. Et donc, on peut étudier les soldats. On peut étudier aussi, évidemment, l'agencivité de la femme, ce qui est très difficile parce qu'on sait rien sur elle, alors que sur les soldats de la Wehrmacht, je peux quand même, en étudiant les uniformes, l'arrière-plan, je peux dire certaines choses sur, c'est très possiblement en Europe de l'Est, c'est l'armée de terre, donc il y a certaines choses qu'on peut dire. Alors sur la femme, on sait rien du tout, on ne sait pas pourquoi elle est avec ces soldats. Si c'est une femme qui peut-être a entretenu une relation sexuelle, amoureuse, sexuelle avec un soldat, si c'est une femme qui s'est prostituée clandestinement, on sait rien du tout, ou c'est une femme donc une femme locale qui s'est fait attraper et en tout cas du point de vue visuel violée. Si je peux pas non plus dire si elle a été violée après ou avant parce que j'ai une seule photographie. Donc cette photographie pose plus de questions qu'elle donne des réponses, mais c'est justement important qu'on s'engage dans une lecture qui essaye de faire du sens. Et je pense que
voilà, j'aimerais bien qu'on continue de discuter de cette photographie ou d'autres photographies, parce qu'il n'y a pas une seule analyse, une seule interprétation, mais il faut vraiment poser des questions. Et donc pour moi, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, notamment une des questions, pourquoi les soldats de la Wehrmacht prennent des photographies comme ça, alors que c'était interdit, alors que il y avait une tolérance officieuse des violences, mais en fait, violences sexuelles, mais en faire une photographie ou en faire une blague, ça en dit beaucoup de choses sur la normalisation, sur l'acceptance de cette violence. Et donc, j'ai continué de travailler. En fait, mon nouveau projet porte sur les photographies amateurs des soldats, et j'étudie particulièrement des photographies des trophées. Et cette photographie est une photographie des trophées où on met en scène de manière gestuelle le rapport vainqueur et vaincu, et où on vraiment, en fait, une armée, parce que là, j'étudie les photographies amateurs dans la Seconde Guerre mondiale au sens large, donc a priori toutes les armées, ou donc photographie des trophées où on met en valeur une victoire vis-à-vis de quelqu'un qui est vaincu ou ennemi, voire un ennemi avec qui on fraternise, mais il y a évidemment des relations de pouvoir très asymétriques. Alors si on continue de suivre le fil de votre ouvrage, votre dernière partie est consacrée donc à ce qui se passe après la fin de la guerre. Est-ce que, en termes d'intimité, de vie privée, on peut réellement parler d'un retour à la normale pour ces populations allemandes et autrichiennes? Ou est-ce que finalement c'est impossible au regard de la zone d'occupation américaine qui se met en place et des bouleversements de la période précédente? Oui, le retour à la normale, il faut mettre un point d'interrogation. Mais je pense que toute personne qui étudie les conflits armés va dire que la large majorité d'une population, certes, il y a des traumatismes, il y a des expériences qui prennent longtemps pour cicatriser. Pour la population, pour la société allemande, c'est les bombardements. C'est aussi, en quelque sorte, les viols d'après-guerre. Mais c'est aussi deux sujets qui ont été extrêmement élargis et dramatisés depuis les années 2000. Alors que, je pense que dans cette après-guerre immédiat, il y avait vraiment la priorité, c'était à retrouver une vie, à retrouver une normalité. Donc, retour à l'heure normale, c'est pas pour dire la vie devient agréable comme avant la guerre. Alors, déjà, est-ce que la vie était si agréable avant la guerre? Mais c'est plutôt dire que cette tentative de trouver des routines, des normalités, de travail, manger, un habitat qui est habitable pour une famille, etc. Donc c'est plutôt cette normalité très concrète, très matérielle, et moins peut-être une normalité qui est plus psychologique, qui est donc un esprit paisible, donc une Vergangenheitsbewältigung, en fait, de vraiment de faire la paix avec les expériences de la guerre. Ça prendra très longtemps. Mais donc, ce retour à la normale est très, pour moi en tout cas, très, très, très concret, très matériel. Et on voit que la société, déjà, en fait, la société allemande et autrichienne a tout de suite la primauté, c'est les propres souffrances. Donc en fait, elle est très déconnectée des souffrances des déportés politiques, des déportés juifs. Évidemment, on en parle dans les médias. Les procès de Nuremberg va faire cette grande tentative d'éduquer et responsabiliser les Allemands et Autrichiens, mais c'est plutôt une tentative en fait, assez ratée, parce que quand on regarde encore une fois les lettres que les jeunes femmes s'écrivent après la guerre, donc les jeunes femmes qui se sont connues dans les organisations nazies, comme le service du travail du Reich, qui sont maintenant éparpillées partout en Allemagne, dans différentes zones et en Autriche, on va voir de quoi elles vont écrire. Elles vont écrire combien elles ont à manger, combien c'est pénible parce qu'elles doivent partager un appartement avec une autre famille, parce que peut-être même il y a une famille juive, donc des survivants ou des displaced persons qui va être logée chez eux alors qu'elles
quel scandale. Donc ça, c'est la logique allemande. On va aussi parler des occupants américains comme des occupants. C'est pas des libérateurs, c'est très très clair. Et comme une dictature. Parfois, on utilise des mots assez étonnants. Cette dictature américaine. Donc en fait, on va plutôt parler de ses propres souffrances. Mais pour moi, je prends au sérieux ces sources, et elles nous disent beaucoup de choses sur la position de pouvoir que ces personnes ont pendant le nazisme. Donc en fait, c'est aussi ce en anglais on appelle entitlement. Donc ces personnes pensent que tout ça leur est dû. Donc ces jeunes femmes, évidemment, elles avaient une meilleure vie sous le nazisme. Même si l'une d'entre elles, elle a perdu un frère et elle en était très triste. Mais en même temps, elle a aussi vécu une joyeuse guerre avec beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages, beaucoup de flirts. Et donc toutes ces femmes-là, elles perdent quelque chose dans l'après-guerre. Et surtout, notamment celles qui s'inscrivaient dans une logique professionnelle, parce qu'évidemment, d'un jour à l'autre, il n'y a plus de carrière dans le service du travail du Reich. Il n'y a plus, donc on retourne soit au foyer et on essaye de se marier et faire des enfants et devenir une mère dans l'Allemagne de Adenauer ou en Autriche, donc la Seconde République, qui reste quand même très très catholique, ou on va retourner à l'usine. On va retourner là où on voulait justement pas être. Et donc, ces femmes-là, elles vont plutôt avoir ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, et elles vont s'adapter au fur et à mesure à cette nouvelle réalité. Donc, économiquement, les femmes qui se marient s'en sortent un peu mieux. Et quand j'y regarde leur album photographique et aussi leurs lettres et correspondances, c'est intéressant parce que sous le nazisme, elles menaient un discours assez indépendant. Je dirais pas émancipé parce que donc c'est des femmes émancipées par la pratique, mais pas comme une posture politique. Mais après, dans les années 50, elles vont devenir des braves mères de famille. Et justement, c'est vraiment se conformer aux prérequis de l'Allemagne Adenauer ou de l'Autriche catholique. Et justement, donc si cette fois-ci on va un tout petit peu au-delà de 1950, pour ces populations qui ont vécu finalement peut-être le régime nazi comme une période peut-être presque positive, avec une participation au moins passive à ce régime, quelle mémoire y a-t-il de cette expérience et de cette période, si vous avez pu le voir en tout cas? Oui, en fait, j'ai pas fait l'histoire orale, donc j'ai lu beaucoup de mes collègues qui font l'histoire orale depuis les années 80. Donc déjà en Allemagne, c'était un courant peut-être dans la discipline historique d'abord marginale, mais quand même on faisait l'histoire orale sérieuse et prise au sérieux depuis les années 80. Donc en fait, je pense qu'en France, l'histoire orale a toujours du mal à s'établir et à tort, je pense. Donc en fait, j'ai lu beaucoup mes collègues qui ont travaillé justement sur les expériences de la guerre telles qu'ils étaient racontées dans les entretiens dans les années 80. Donc cet regard en arrière. Moi, j'étudie plutôt les photographies, donc les albums photographiques. Donc une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'une de ces Autrichiennes qui était la plus politisée aussi par sa famille. Elle était la plus éduquée, elle avait un bac, et puis sa mère l'envoyait dans une école Lebensborn pour qu'elle devienne sage-femme. Donc en fait, évidemment, elle est vraiment parmi les 4 la plus politisée. Elle va pas se marier dans l'après-guerre, mais elle va pas non plus elle va pas perdre son statut social. Donc il y a aucun déclassement de sa part. Pourquoi? Parce que évidemment les sages-femmes sont toujours importantes. C'est un métier qui est très féminin, donc elle risque pas d'être remplacée par les hommes.
Et donc, elle a une indépendance, elle a une profession qui est très reconnue, elle a une identité professionnelle très forte, et elle a aussi donc une indépendance financière. Donc les 3 ingrédients qui font qu'elle s'en sortent très bien dans l'après-guerre. Et elle va garder des contacts avec ses camarades, donc sages-femmes qu'elle a connues pendant sa formation, pendant sa formation Lebensborn, mais aussi après en Cologne quand elle était dans un hôpital. Donc elle va garder tous ses contacts avec ses Allemandes, et chaque année ou tous les 2 ans, ces groupes de femmes vont se retrouver quelque part, donc vont voyager aux 4 coins de l'Allemagne pour passer un week-end ensemble. Il y a beaucoup de photographies, on voit vraiment des femmes qui rigolent, un entre-soi féminin on n'associe pas trop à justement à l'Allemagne fédérale des années 60-70. Et finalement, ça dure vraiment jusqu'aux années 80, fin des années 80, et que c'est une preuve que justement ces liens tissés pendant le nazisme, ça perdure dans le temps. C'est comme pour les vétérans de la Wehrmacht, qui eux aussi vont se retrouver. Donc et donc on voit cette femme qui vraiment, ses albums photographiques sont très riches parce que elle non seulement il y a les photographies de ses retrouvailles, mais aussi elle découpe des articles sur le nazisme, elle les colle, elle les commente. Et on voit très bien sa position que pour elle, le nazisme, c'est c'est une très bonne expérience et c'est quelque chose de positif. Et elle commande de manière très critique les émissions à la télé qu'elle découpe qui justement parlent de plus en plus des crimes nazis à partir des années 80. Donc en fait, on voit très bien que sa vision du nazisme est très positive, et je pense que c'est très représentatif. Probablement, ses camarades partagent cette vision. Ses camarades sont pour la plupart mères de famille. Donc c'est assez logique, c'est des cercles concentriques, c'est-à-dire on a beau en Allemagne fédérale à partir des années 80 doucement, disons plutôt dans l'Allemagne unifiée à partir des années 90, où vraiment on assume la responsabilité, en tout cas officiellement, pour les crimes commis sous le nazisme, mais la mémoire communicative entre amis et en famille, elle est tout autrement, elle est positive, on va se rappeler des beaux temps, on va raconter des anecdotes, on va rigoler. Et là où cette mémoire continue de rayonner et de nous impacter, c'est que ces femmes, et aussi les soldats de la Wehrmacht, ils ont laissé des grosses archives, donc des albums photographiques qui sont pour la plupart très, très joyeux, très drôles. Il y a des photographies des violences, mais très souvent il y a de la violence là où on la voit pas. Donc en fait, et ces archives-là sont importantes de vraiment les traiter comme archives visuelles et politiques, parce que les 3e, 4e, 5e générations, elles vont hériter de ces photographies. Elles vont aussi, et ces albums, elles vont utiliser ces albums pour faire un lien avec cette génération qu'elles n'ont pas connue, mais aussi avec la guerre. Et elles vont pas forcément être capables de lire et contextualiser tous ces archives familiales. Et donc, c'est important qu'on les discute, nous, les historiennes et historiens, et qu'on pose des questions et qu'on les déconstruit, parce que sinon, on va dans la longue durée, on va avoir une mémoire très très positive du nazisme, où on voit que des gens joyeux, en train de rigoler, qui s'amusent, pas de violence, pas de souffrance, parce qu'évidemment, on la voit pas. En fait, cette violence se passe dans les camps de concentration, au front de l'Est, etc. Et donc, dans les albums familiales, on va trouver un nazisme qui est à nouveau très attirant, parce qu'il est beau, il est joyeux, et il est très clean. Et donc, c'est important de questionner ces archives. Alors, il nous reste à conclure ce podcast passionnant. Nous vous remercions de l'avoir accepté, vraiment. Et on ne peut que vous conseiller la lecture de l'ouvrage. Vraiment très, très bien. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.